Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Sahélienne. Je suis Jérôme Pigné, président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alioune Tine, qui est expert indépendant des Nations Unies sur les questions de droits de l'homme au Mali et membre fondateur de la coalition citoyenne. Bonjour Monsieur Tine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de ton invitation. Bonjour Pigné. Également, je suis accompagné pour l'occasion de Simone Diouf, qui est expert et analyste junior au 2R3S. Bonjour et merci Simone. Alors, Alioune Tine, vous revenez tout juste de Bamako, vous venez d'effectuer votre 6e mission officielle dans le cadre de votre mandat. Vous avez dépeint une situation et un tableau relativement sombre de la situation sur le terrain. Vous allez jusqu'à interroger la survie de l'État malien. Vous parlez de la déliquescence des institutions. Vous parlez de l'aggravation de la situation sur le terrain et notamment à l'endroit des populations. Qu'est-ce qui caractérise votre mission? En quoi cette mission est différente des missions précédentes? Merci. Écoutez, il y a le contexte parce que à cause de la COVID-19, on avait suspendu les missions sur le terrain. Donc, ça fait presque 1 an. Nous n'avons pas fait de mission au Mali. Nous sommes arrivés aussi dans un contexte de crise politique où il y a eu en moins de 9 mois 2 coups d'État militaires. C'est également une chose. Et également dans un contexte où la dégradation de la situation sécuritaire concerne pratiquement tous les pays de l'Iptako gourmand. Ça veut dire que ce soit au Burkina, tous les jours vous entendez à peu près les mêmes informations, presque au même moment, que ce soit au Mali ou également au Niger, en dépit d'ailleurs du déploiement impressionnant d'hommes et de logistique sur le terrain. Donc, ça, c'est un constat. Que ça se dégrade tous les jours que Dieu fait au Sahel. Et cela peut-être nous permet d'interroger ou de nous interroger sur l'efficacité des réponses sécuritaires au Sahel. Est-ce que ce sont les bonnes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser parce que le périmètre de sécurité dans ces 3 pays s'est réduit comme peau de chagrin. Bon, au Mali, quand on y a été aussi, c'est que nous sommes allés à Gao. À Gao, nous avons rencontré des victimes, nous avons rencontré des agences des Nations Unies, nous avons rencontré des organisations de la société civile, de femmes, nous avons rencontré l'administration. Mais en dépit, c'est parce qu'effectivement, c'est à Gao où se trouve Barkhane. Vous avez vu, Assongo, le cercle d'Assongo, c'est à côté de Gao. Donc, vous avez vu qu'il s'y passe des choses tous les jours que Dieu fait. Donc, la déliquescence de l'État, l'absence de l'État, c'est reconnu par tout le monde, y compris par les autorités ministérielles. Ce n'est pas quelque chose que les gens... Au Mali, les gens ne sont pas dans le déni quand on parle de la déliquescence de l'État. Mais effectivement, il arrive, comme on dit, qu'on puisse dépasser un seuil critique dans ce sens. Et c'est pour ça que nous faisons une alerte qui est une alerte très forte. Et nous sommes venus aussi dans un contexte où, il faut bien le dire, le Premier ministre a présenté son programme d'action générale. Et si vous voulez, ce n'est pas un hasard aussi que dans ce programme, le premier axe, c'est la sécurité. Donc, ce que nous disons n'est pas un dysfonctionnement de phase avec, je pense, les constats des autorités elles-mêmes et également les réponses que les autorités entendent apporter par rapport à cette situation. Et je pense que c'est ça le problème. Ça veut dire, moi je me dis, il faut une surdétermination des autorités publiques, donc une volonté inébranlable pour faire en sorte que vraiment la sécurité des personnes civiles non armées puisse être assurée. Mais ça aussi avec le soutien
de la communauté internationale, un soutien sans faille, un soutien sans réserve, vraiment sur tous les plans, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça. C'est vrai que si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire au Mali, mais on va peut-être continuer cet exercice pendant 20 ans, 30 ans, il n'y aura aucun résultat. Au contraire, ça va empirer. Donc, nous, notre objectif, c'est d'alerter, que les gens prennent conscience de la nature de la menace. Elle est extrêmement sérieuse aujourd'hui. Et également, ce n'est pas une menace tout simplement qui pèse sur le Mali, c'est une menace qui pèse sur toute la sous-région. Comme je le disais, hein, le Mali, c'est un verrou, c'est une digue qui a commencé à céder à partir de 2012, après le chaos libyen, et ensuite qui a eu des effets dans les pays à côté, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et peut-être de plus en plus aussi les pays qui sont frontaliers. Je parle du Bénin, du Togo, du Ghana, où effectivement la menace commence à se faire sentir de façon concrète. D'où donc la nécessité, de mon point de vue encore, de ne pas considérer la crise sécuritaire au Mali comme une crise nationale, mais de considérer la crise sécuritaire comme une crise du Sahel, comme une crise régionale, et en réalité d'avoir aussi une stratégie régionale. Dans des cas où on renforce les forces pour protéger les sociétés, les capacités des militaires qui sont sur le terrain pour la protection des civils, mais en même temps aussi avoir anticipé sur les projets, bien sûr, des groupes armés. Les groupes armés ont un objectif politique. Et il me semble que si on perd de vue cet objectif politique qui est d'installer un État islamique, mais écoutez, on va les prendre pour des gens, mais les gens sont organisés. Mais ils commencent aujourd'hui à peut-être prendre un certain nombre de bouts de terrain qu'ils émancipent, ou ils lèvent des impôts, ou ils prennent, comme on dit, exploitent les ressources, y compris les ressources minérales. L'or, quand ces gens sont quand même, je veux dire, cet argent-là, cette manne financière-là, c'est pourquoi. Donc, il me semble à la fois, le moment venu, renforcer la protection des civils et puis ensuite, si vous voulez, engager des négociations par rapport à ce qu'on peut considérer comme une espèce d'insurrection interne. Mais tout cela, ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion dans le programme d'action. Nous avons rencontré les autorités, le Premier ministre. On a lu, il nous a expliqué. Nous avons rencontré le ministre des Armées, surtout le ministre de la Réconciliation nationale. Ils ont une stratégie très claire de mise en œuvre, je cite leur mot, intelligente de l'accord d'Alger. Et dans le cadre de cette mise en œuvre, essayer vraiment d'identifier les difficultés, de discuter et bien sûr de surmonter les difficultés ensemble de façon consensuelle et progressivement. Mais tant que, de mon point de vue, on n'a pas commencé à appliquer l'accord d'Alger, rien ne peut être contrôlé, en tout cas au nord du Mali. Et il est évident que ce qui est en train de s'y passer va continuer de se passer. Il faut clarifier les situations et les positions des uns et des autres, que ce soit des groupes armés, que ce soit des groupes signataires, parce que des fois aussi, ils sont dans l'ambiguïté, que ce soit également aussi tous les autres groupes. Donc, ça, il me semble, ça fait partie des priorités. L'autre question, c'est la question, bien sûr, de la gestion de l'alternance. La gestion de l'alternance pour éviter toute autre crise au Mali. Il me semble que de ce point de vue-là, on a besoin d'un véritable choc pour que tout le monde s'entende, tout le monde s'unisse, qu'il y ait un grand consensus pour avoir des élections. C'est ça l'enjeu. Des élections correctes, des élections transparentes, des élections où toutes les personnes qui peuvent voter votent et qu'en réalité, on termine avec succès
la transition vraiment de ce pays. C'est une transition tout à fait spéciale, assez difficile. Je pense qu'une des transitions là, qui vont être les plus surveillées au monde. Vous avez là la CEDEAO, vous avez l'Union africaine,